Bonjour et merci pour votre fidélité. Et Estelle Youssoufa est toujours avec nous. Merci d'ailleurs Estelle de rester une heure avec nous. Avant la coupure, on parlait de votre rapport parlementaire sur l'autonomie alimentaire notamment de Mayotte. Oui. Et vous avez, pendant la présentation de ce travail, expliqué que vous aviez commencé à vous rapprocher de l'ARS pour mener un travail de recherche sur les causes possibles de l'augmentation importante des cas de cancer à Mayotte. Pourquoi et vous en êtes où ? Alors, en fait, l'ARS Mayotte, notre toute jeune ARS Mayotte, a présenté avec l'équipe de M. Braic le plan régional de santé qui détermine l'effort de l'État sur la santé et l'orientation de l'ARS de Mayotte sur les prochaines années. Dès ma prise de fonction l'année dernière, j'avais rencontré M. Braic et je lui avais dit voilà ce qui pour moi est prioritaire. La question de la limitation des naissances, la question du travail de prévention. La santé, ce n'est pas que soigner, c'est aussi prévenir. Donc travailler sur la prévention. Pendant l'épidémie de Covid, on avait eu une épidémie de dengue qui était extrêmement grave à Mayotte, oui. Qui a été combinée. Et dans les chiffres des décès du Covid à Mayotte, il y a certainement l'épidémie de dengue qui était en alerte à cette époque. On l'oublie, mais en fait, 1 mois et demi avant l'alerte sur le Covid, on était en alerte pour la dengue à Mayotte. Donc toute la question de la prévention au niveau des maladies transmissibles, comme sur la base de l'élimination des moustiques, par exemple, le service de l'ARS a eu beaucoup moins d'investissement et de personnel. Donc cette question de la prévention, la question de la santé par l'alimentaire, donc la question dont on a parlé plus tôt, qui est des campagnes d'éducation alimentaire, de limitation des sucres. Pour moi, il y a un travail qui est très important à faire au niveau des importateurs à Mayotte, de dire qu'il faut limiter l'importation des produits sucrés, qu'il faut avoir ce travail qui a été fait dans l'Hexagone, de limiter la quantité de sucre, par exemple dans les confitures, les céréales, etc. Alors que dans notre mer, on sait depuis plusieurs années que les produits qui sont importés sont plus sucrés que les normes au niveau continental. Donc ça a un impact sur toujours la même chose, le diabète, l'obésité, les AVC, les maladies cardiovasculaires, et sur la question de la santé des femmes. La santé des femmes, ce n'est pas que la gynécologie et l'obstétrique, c'est aussi ce qu'on observe dans les familles mahoraises, une énorme propension à l'infertilité. Quand on est dans les familles mahoraises, on sait que de plus en plus de femmes ont recours à la fécondation in vitro parce qu'elles ont des difficultés à enfanter. Donc comme on n'arrête pas de parler de la natalité, mais en fait des natalités comoriennes à Mayotte, on ne prend pas le temps de regarder la santé des mahoraises et il y a un problème. Oui. Parce que moi je pense que statistiquement, et c'est au doigt mouillé, c'est une perception que je demande à vérifier par une enquête sanitaire, de comprendre pourquoi à Mayotte, subitement, depuis 5-7 ans, on voit les familles qui ont de plus en plus de mal, au-delà de 30 ans, à avoir des enfants. Il y a quelque chose qui ne va pas, soit dans notre environnement, soit dans ce qu'on mange, soit par exemple sur les lessives, soit sur les peintures, soit quelque chose qui explique les difficultés qu'on peut avoir à se reproduire. Donc, il y a un sujet, des perturbateurs endocriniens. Exactement, les perturbateurs endocriniens. Donc, qu'il s'agisse non seulement des fibromes, de l'endométriose, des difficultés pour l'appareil reproductif des femmes. Et donc, pour moi, cette focale, et c'est le déséquilibre qu'on observe au CHM, cette obsession sur la natalité et les naissances, qui ne sont pas une natalité ni des naissances mahoraises, c'est parce qu'on est devenu la succursale de la maternité de Moroni et d'Anjouan, fait que la dépense de l'euro pour la santé à Mayotte, 80% concerne la santé des Comoriens. Or, il n'y a pas d'effet magique sur la santé générale. Si vous ne dépensez pas cet argent sur notre santé, on est en moins bonne santé. Et pour moi, c'est ma préoccupation de savoir pourquoi est-ce que nous, Mahoraises, nous sommes en moins bonne santé que nos compatriotes dans l'Hexagone.
de trouver une explication, parce que sans diagnostic, on ne peut pas avoir les bonnes réponses. Donc cette question-là, la question aussi que j'avais posée dans le rapport sur le programme régional de santé, c'était la médecine légale. À Mayotte, par exemple, nous n'avons pas, à hauteur de nos besoins, de services mortuaires. Toute la question de la médecine légale, c'est-à-dire de l'examen des causes des décès, alors qu'on a de plus en plus de violences, la médecine légale, elle est concentrée à La Réunion et le médecin légiste doit venir pour faire les examens. Ça ralentit le travail de la justice, mais c'est aussi compte tenu de notre population, on est quasiment 1 demi-million, on doit avoir une médecine légale à hauteur. Bien sûr. Et un service avec des chambres mortuaires qui sont, sauf erreur, il y a 2 ou 4 places au niveau mortuaire au CHM. On doit avoir, et c'est le projet du 2e hôpital, mais pour moi, il y a vraiment du travail à faire. On a rendu un document conséquent à l'ARS qu'on a transmis à l'Élysée, à Matignon, au ministre de l'Intérieur et des Outre-mer, évidemment au ministre de la Santé, pour dire qu'il faut revoir le plan régional de santé. Quand on a un plan régional de santé qui ne parle pas de la santé des étrangers nommément, qui ne dit pas que une bonne partie des soins à Mayotte sont consacrés aux étrangers et qu'il n'y a pas l'aide médicale d'État, c'est-à-dire que le budget qui est dédié à Mayotte à la santé, qui est une enveloppe générale, contrairement à tout ce qui se passe dans le reste du pays, 80% c'est pour les étrangers. Moi, je n'ai pas de problème et ce n'est pas le sujet de dire on ne soigne pas les étrangers. Mais par contre, on ne peut pas le faire aux frais du contribuable et aux frais des Français. Ça, c'est pas possible. Et on ne peut pas, par exception, discriminer les étrangers et ne pas appliquer les règles. C'est pas aux soignants de faire le choix des patients. Ça, moi, je veux être très claire, parce que quand on entend les pétitions ou on voit les prises de position de certains soignants qui laissent entendre que nous, Mahorais, sommes des xénophobes, ou que quand on demande le soin de l'aide médicale d'État à Mayotte, c'est pour discriminer les étrangers, c'est faux. Ce qu'on dit, c'est qu'on ne peut pas maintenir un système d'exception pour la santé à Mayotte, que cette santé est absorbée par le soin des Comoriens, et qu'après on nous dise « oui, mais on va sous-traiter la santé de Mayotte avec la Réunion ». On va organiser de manière industrielle les évacuations sanitaires, ce qui est maintenu dans le plan régional de santé comme l'alpha et l'oméga de la santé à Mayotte. En fait, on la traite à la Réunion, c'est pas possible. Si on s'est battu pour avoir une ARS Mayotte, c'est pour avoir une santé à Mayotte. Il y a des choix. Moi, je veux répéter que les EVASAN ne sont pas une égalité de chance pour les patients. Quand il y a une EVASAN, l'hôpital a un comité qui décide de qui peut être évacué, qui ne peut pas être. Il y a un nombre limité de places et ça a un coût. Ça a un coût très important. C'est quand même un jet. Bah oui, bien sûr. Qu'on dise les choses. Mais oui. C'est un jet privé pour évacuer les patients mahoraises et mahorais. Et on a vu, parce que les chiffres ont été rendus publics lorsque j'ai fait mon rapport sur l'impact des flux migratoires à Mayotte, c'est 80% des évacuations sanitaires concernent des ressortissants comoriens qui ne sont pas adhérents au système de santé à Mayotte. Donc à un moment, il faut se poser la question. Quand nous, on nous dit, nous aux familles mahoraises, on nous dit, vous auriez besoin d'une évacuation sanitaire. Et qu'après le comité dit, pardon, il n'y a plus de place. On sait tous comment ça se passe. Les familles font des collectes, font des chicoas, tout le monde se met et va financer de nos propres moyens l'évacuation sanitaire pour quelqu'un. Ça veut dire que non seulement on paye nos impôts, non seulement on cotise, mais quand il s'agit d'avoir la solidarité nationale, on ne l'a pas. C'est ça le sujet de la santé. C'est ce pourquoi j'ai renvoyé un courrier complet avec un examen de tout le plan régional de santé en disant ça, il faut travailler dessus, ça, il faut travailler dessus. Et effectivement, la question des cancers à Mayotte, de cette explosion des cancers, oui, il y a certainement plus de détection, c'est clair, mais il y a aussi, on ne va pas mieux, on a une espérance de vie qui est plus courte de 10 ans à Mayotte, il y a quelque chose qui ne va pas. Alors, Estelle Youssoufa, avant de passer au sujet de la crise de l'eau, parce que c'est impossible de ne pas en parler avec vous, je voulais vous lire la réponse de Salim Déré à la discussion qu'on a eue juste avant la pub, dans le premier temps de parole, sur justement la recherche de foncier par les autorités de l'État. Je vous lis sa réponse. Donc, Salim Déré, qui est le premier vice-président du conseil départemental en charge justement de l'aménagement.
il écrit, OCD, on a été approché pour le palais de justice et on a répondu favorablement. Ce foncier est à Kaweni. On a été approché pour la plateforme logistique de la gendarmerie nationale en Grande Terre et on a répondu favorablement. Nous avons fait une première proposition à Longoni qui ne convient pas à la gendarmerie. Oui. On cherche un autre terrain. Oui. Concernant la deuxième prison, il écrit mot pour mot, je n'ai eu aucun contact. Bah oui, mais moi, ça ne me surprend pas. Je remercie Salim Déré de contribuer au débat public et ce devoir de transparence, il est très important. Moi, pour mon mandat, je pense, et j'ai mis un point d'honneur non seulement à faire les directs, mais à rendre des comptes à nos concitoyens, à nos compatriotes. On a besoin de transparence, on a besoin de dire les choses. C'est très facile pour le gouvernement de s'appuyer sur la mauvaise réputation de nos élus locaux pour justifier leur inaction. C'est pour ça que je vous ai répondu de manière aussi claire. Je ne crois pas à la sincérité du gouvernement sur certains dossiers parce que je sais d'expérience qu'on ne consulte pas nos élus locaux. En tout cas, la preuve là sur la deuxième prison. Oui. C'est une promesse qui a été faite lorsque le ministre Dupond-Moretti est venu à Mayotte. En mars 2022. Il y a maintenant 1 an et demi. Ça n'a pas avancé d'un centimètre. Et pourtant, ce ministre se permet de multiplier les déclarations comme si c'était de notre faute, de notre responsabilité. C'est pour ça que c'est important ce que dit Salim Déré. C'est pour ça que moi, je suis solidaire de nos élus sur ces dossiers-là, parce que je sais très bien comment ça se passe. C'est toujours cette même musique de dire c'est de la faute de Mayotte. C'est à Mayotte, ça n'avance pas, les Mahorais ne travaillent pas, etc. Oui, on doit balayer devant notre porte. Oui, on doit travailler plus. Oui, on doit monter à hauteur des défis de notre territoire. Mais il faut que chacun balaye devant sa porte et l'État, quand il ne fait pas son boulot, ne peut pas se reporter sur nos élus locaux parce que dans la masse, on ne sait pas si les uns et les autres vont prendre la parole. Moi, je remercie Salim Déré de répondre et aussi de dire à nos maires, penchez-vous, trouvez 8 hectares pour la gendarmerie nationale en Grande Terre parce que c'est un investissement important que consent le ministère de l'Intérieur. C'est aussi un pôle d'activité qui peut nous permettre non seulement à tous d'être plus en sécurité, mais ça nous permettra aussi pour la commune qui va les accueillir d'avoir des centaines de gendarmes avec leurs familles qui vont s'installer. Ça apportera de l'activité. Bien sûr. Et donc c'est une opportunité qu'il faut saisir. Estelle Youssoufa, pas possible de vous avoir sur le plateau sans parler de la crise de l'eau, surtout aujourd'hui, puisqu'on est le 17 juillet et qu'aujourd'hui le nouveau tour de vis commence, c'est-à-dire plus d'eau du tout pour les habitants de Mamoudzou, Koungou, petite terre à partir de 16h jusqu'à 8h le lendemain matin, tous les jours de la semaine. Et pour tous les autres habitants de Mayotte, une coupure de 24 heures tous les 3 jours, suivant un planning tournant. Estelle Youssoufa, est-ce qu'on va arriver à faire la jonction avec la prochaine saison des pluies, sans manquer d'eau, parce qu'avec le temps qui passe, on y arrivera. On manque d'eau. On va y arriver, mais on manque d'eau. Moi, je suis... Mais je dirais encore plus d'eau. La crainte de tout le monde aujourd'hui, c'est d'avoir le robinet qu'on ouvre avec plus d'eau du tout et d'être obligé d'avoir des jerrycans pour aller à la rampe chercher de l'eau potable. C'est déjà la situation, mais moi, je suis... Ça change pas d'habitude, mais furieuse, mais à un degré. Je n'ai pas les mots pour vous dire à quel point je suis énervée de cette situation. Quand j'ai été élue le 22 juin 2022, ma première réunion à l'Élysée, et avec tout le gouvernement, mes interlocuteurs me parlaient de la loi Mayotte. Je leur répondais, je n'ai pas envie ni le moindre besoin de vous parler de la loi Mayotte. Mayotte, on vous a répondu, c'est non. Mon urgence n'est pas des débats institutionnels, mon urgence, c'est l'eau. On n'a pas d'eau, on a des coupures d'eau à Mayotte et on va vers une crise qui est plus grave. Travaillons sur la question de l'eau. On est aujourd'hui 1 an plus tard avec encore plus de coupures d'eau. On n'a pas de réponse. C'est juste de dire on va couper un petit peu plus. C'est pas une catastrophe imprévisible. C'est pas quelque chose qu'on découvre. C'est quelque chose de systémique, ça fait des années que ça dure et qu'à Paris, on trouve normal qu'un département français n'ait pas d'eau dans son robinet. Et le discours, c'est de dire, c'est le syndicat des eaux. Non, le syndicat des eaux, ça fait des années que la Cour des comptes a mis en avant le fait qu'il y avait un sujet de corruption, qu'il y a un sujet de mauvaise gestion des fonds publics, qu'il y avait un sujet de contrats qui ont été passés, qui n'ont pas été honorés à hauteur des engagements et des paiements qui ont été faits. Je parle de la production d'eau potable dans les usines de dessalement. C'est simple.
Les problèmes, ils sont connus. Le problème de la 3e retenue collinaire, ça fait des années que ça dure. Ça fait des années qu'à Paris, on trouve logique qu'il y ait des personnes, des concitoyens, des compatriotes qui payent leurs factures, parce qu'on paye une facture d'eau chère, et qu'on n'a pas d'eau. Et que là, maintenant, le gouvernement nous dit, c'est la sécheresse. Tafadali, c'est pas la sécheresse. La sécheresse, c'est la nouvelle explication pour justifier des années d'inertie. Moi, je ne suis pas satisfaite du fait que l'ARS ne communique pas pour nous dire quelle est la qualité de l'eau. Est-ce que quand on arrive au fin fond de la cuve des retenues collinaires, est-ce que cette eau, elle est toujours consommable quand on la remet dans le robinet ? Les experts, les personnes qui s'expriment, qui font passer les informations, parce qu'il y a des personnes qui sont dévouées, qui connaissent le sujet de la santé publique, qui me disent, Estelle, tu dois faire passer les messages que pour les bébés, pour les personnes âgées, pour les femmes enceintes, d'utiliser l'eau du robinet telle qu'elle coule actuellement n'est pas certainement au niveau qualitatif nécessaire pour la santé. Il faut que ces personnes rajoutent un tout petit peu d'eau de javel parce que je ne suis pas sûre que la qualité soit là. Ça, c'est un sujet sur lequel j'aimerais entendre le préfet Cantal, qui est le nouveau préfet eau, Monsieur Braic, au lieu d'être en vacances. Pourquoi est-ce qu'il n'est pas là sur votre plateau en train de dire à nos compatriotes, vous devez avoir des aides supplémentaires pour payer le pack d'eau? Est-ce que c'est normal de payer un pack d'eau de 6 bouteilles, 5 € minimum? Quel territoire, quand il n'a pas d'eau, est condamné à aller acheter des packs d'eau et qu'on les trouve à 5 €? Moi, ça fait 6 mois qu'il y a une note qui est sur le bureau du gouvernement qui dit « Vous avez les moyens de plafonner le prix du pack d'eau ». 6 mois. Est-ce que le prix est plafonné dans les supermarchés? Pas encore. Toujours pas. Toujours pas. Ça veut dire qu'il y a des gens qui sont en train de s'enrichir sur la crise de l'eau à Mayotte. Je suis désolée de monter au niveau sonore parce que je sais que je suis en train de m'emporter. Je trouve que c'est inadmissible. C'est inadmissible. Les gens avec qui je discute à Paris, quand on est dans les réunions, qu'il y a un verre d'eau, j'ai envie de prendre le verre d'eau, de leur envoyer au visage en disant « Ça, c'est le luxe. C'est le luxe à Mayotte. C'est anormal. C'est indigne d'être avec notre capote, avec notre seau d'eau et que maintenant, en plus, les horaires qui ont été donnés pour les coupures d'eau. Entre 8h et 16h, vous avez de l'eau. Tout le monde à la préfecture sait parfaitement qu'entre 8h et 16h, personne à la maison. ne sont pas chez eux. Ils sont au travail. Donc, on est en train de nous dire, vous n'aurez jamais les moyens de pouvoir refaire vos réserves d'eau. C'est certainement le projet. C'est une manière de nous forcer à moins consommer. Mais au-delà de ça, les gens qui vont aller travailler ne se seront pas lavés. Mais en fait, ça veut dire quoi? Ça veut dire que le gouvernement refuse de prendre ses responsabilités, la préfecture refuse de prendre ses responsabilités et d'imposer des horaires aménagés pour travailler et ne propose aucune solution pour les personnes les plus vulnérables. Les personnes âgées, les malades, les bébés, qu'est-ce qu'on fait? Comment est-ce que vous maintenez un niveau d'hygiène minimal pour toute l'île et que vous permettez à ce que les foyers puissent s'organiser? Parce que, en gros, on est en train de vous dire, vous allez prendre du personnel clandestin pour aller être à la maison et remplir vos robinets. Mais c'est ça. En gros. Qu'est-ce qu'on demande? Qu'est-ce qu'on dit à ces familles? Rien d'autre. Est-ce qu'on a un rapport quotidien pour nous dire... on va rentrer dans la tuyauterie de cette crise de l'eau. La crise de l'eau, plus on coupe l'eau régulièrement, plus on fragilise le système de production d'eau potable. Ça veut dire que la logique dans laquelle est l'engrenage dans lequel est le gouvernement pour la gestion de l'eau à Mayotte fait qu'on est en train de tuer le système de production d'eau potable. Moi, je ne peux pas entendre les déclarations simplement de nous dire on va couper. Là, vous avez une superbe photo de la retenue collinaire. Elle est pleine, hein. C'est pas du tout le niveau actuel. Non, mais c'est pour rêver un peu. Voilà, c'est pour rêver un peu. Et donc, moi, je pense que les services de l'eau au niveau préfectoral, ils doivent être tous les jours, soit à la mosquée, soit à l'église, en train de prier, mais au lieu de faire leur boulot, c'est de nous dire quand est-ce qu'ils importent massivement des bouteilles d'eau pour les distribuer gratuitement aux foyers mahorais pour qu'on ne soit pas en train de saturer la demande dans les supermarchés et d'enrichir la famille Ayotte, les familles qui possèdent les importations et la grande distribution à Mayotte. Parce que c'est pas possible. C'est littéralement pas possible. On n'aura pas les moyens de suivre. Il y a quand même aujourd'hui des familles qui importent des containers de palettes d'eau pour faire des stocks. Bien sûr. Quelle famille a les moyens de se payer ça? On ne pourra pas tenir des mois et des mois comme ça. On parle de la cherté de la vie,
on ne prend même pas en compte qu'il faut mettre 500 € pour le payer à un importateur pour avoir son stock d'eau. Sans eau, il n'y a pas de vie. Il y a des gens qui m'ont envoyé des messages, qui m'ont dit « Estelle, nous, on quitte Mayotte parce qu'on ne peut pas tenir. » Bien sûr. Alors, la dernière question, parce qu'on est très en retard. On est très en retard. Et je suis désolée, mais c'est vraiment important. Oui. Les élus locaux s'opposent aux rampes d'eau. Et pour autant, les autorités préfectorales et l'ARS, au premier rang desquelles, continuent à dire « on va mettre des rampes d'eau ». Non, mais l'ARS, comme la préfecture, veut continuer avec ses rampes d'eau. Tous les élus, ça fait des années, on n'arrête pas de le dire quand j'étais au collectif. Et maintenant que je suis élue, vous faites vos rampes d'eau, il y aura des combats, il y aura des affrontements, il y aura des gens qui vont se lever la nuit, qui vont détruire les rampes d'eau. Vous ne pouvez pas laisser couler de l'eau gratuitement dans ces rampes d'eau pour des clandestins, des gens qui ne payent pas leurs factures et couper le robinet à celles et ceux qui payent des factures hors de prix. Vous êtes en train de créer les causes d'un combat et de violence sociale extrêmement graves. Parce que plus il y aura ces rampes d'eau, où vous distribuez, il y a quand même la gendarmerie, je voudrais qu'on se dise les choses. La gendarmerie a découvert une rampe d'eau près de Dzoumogné où on détournait la rampe d'eau pour alimenter des champs d'agriculture clandestine. C'est ça. Et quand à Paris, on me dit non, c'est pour alimenter les pauvres petits, je dis non, on utilise l'eau à des fins commerciales, illégales, pour aller alimenter soit des champs, et ça fait des années que ça dure dans l'indifférence générale. Après, on nous dit, oui, les Mahorais, vous êtes xénophobes, et je dis, non, vous connaissez pas la réalité des choses. La réalité des choses à Mayotte, c'est que nous, les Mahorais, on paye nos factures, et on les paye cher. Oui. On paye l'eau chère, et on n'a pas d'eau dans notre robinet. Et vous êtes en train de nous expliquer qu'il faut aller distribuer de l'eau gratuitement à des gens qui ne la payent pas, qui sont là illégalement sur le territoire, pour aller alimenter une agriculture illégale. C'est pas possible. Ce sera le mot de la fin, Estelle Youssoufa, parce qu'on est super en retard. Merci beaucoup. J'aurais voulu qu'on parle de Wambouchou et dénoncer le fait, pardon, mais c'est important. Le ministère de l'Intérieur a mobilisé des centaines de policiers et de gendarmes pour Wambouchou. Quand on voit en face des terrains qui ont été occupés illégalement, sur lesquels la police et la gendarmerie a détruit les habitats clandestins, et que les propriétaires, qu'ils soient publics ou privés, n'ont rien reconstruit dessus, ces terrains vides ont tout de suite été réoccupés par les clandestins. À un moment, il faut que chacun balaye devant sa porte et fasse son travail. Si les zones qui ont été récupérées par les forces de l'ordre ne sont pas tout de suite réinvesties par la force publique, c'est juste qu'on a dégagé du terrain pour encore plus de bidonvilles clandestins. Merci beaucoup, Estelle Youssoufa. Merci. C'est la fin de ce temps de parole. Tout de suite, la suite de nos programmes.